Excusez-moi, on va essayer de commencer. Il est déjà 20h23. On a de silence. D'abord, au nom du cercle du livre examen, je vous remercie toutes et tous d'être ici nombreux ce soir. Le cercle du livre examen, toujours dans sa tradition de réactivité face à l'actualité qui lui touche, a l'honneur de vous inviter à son débat sur ce qui a agité le monde de l'information ces 2 dernières semaines, à savoir le scandale de Panama Papers. Comme vous le savez tous, la problématique des paradis fiscaux et de l'opacité financière est au centre des gros titres depuis plusieurs années. Surtout qu'en 2014, on se rappelle tous de la fameuse enquête LuxLeaks qui révéla que les multinationales ne payaient presque aucun impôt en Europe grâce à leurs filiales, notamment au Grand-Duché de Luxembourg. En 2016, les Panama Papers montrent encore que cette étendue des dissimulations de patrimoine opérées par les élites financières, artistiques, sportives et politiques du monde entier. Sans trop tarder dans les détails, parce qu'il faut quand même rentrer dans le débat, un débat qui ne s'annonce pas des moins houleux, les orateurs qu'on vous a préparés ce soir, pour analyser, expliquer et débattre de la Panama Gate. À ma gauche, Thierry Arstrist, avocat fiscaliste, membre du barreau de Bruxelles, ainsi que des barreaux, préparez-vous, de Madrid, d'Anvers, d'Hong-Kong, de Tel Aviv, Fribourg, Luxembourg et de Genève. Il est aussi professeur de droit fiscal à Solvay. Il est auteur de l'ouvrage L'évitement licite de l'impôt et la réalité juridique aux éditions Larcier. À ma droite, M. Michel Claise, juge d'instruction bruxellois, qui est décrit par la presse comme étant le juge pivot de 100 millions d'euros, somme qu'il aurait fait rentrer en 2014 dans les caisses de l'État, en faisant condamner la fameuse banque HSBC pour criminalité financière. Homme de lettres aussi, il est auteur de Essais sur la criminalité financière, le club des Cassandres, aux éditions Racine. Dans la première partie de la soirée, où ils auront chacun 15 minutes pour répondre, en tout cas, essayer de nous éclairer sur la situation qui a poussé à ce qu'on ait le scandale Panama Papers, je vous demande en fait de dresser premièrement un descriptif de l'affaire, tout en expliquant les concepts que vous risquez de citer, histoire que tout le monde s'y retrouve, même les gens qui ne sont pas spécialistes ni en économie ni en droit fiscal. Puis je vous demanderai, est-ce que créer des sociétés offshore, dans tous les cas, selon notre législation belge et européenne, est légal? Et comment tracez-vous en fait la ligne entre l'optimisation fiscale d'un côté et la fraude fiscale de l'autre? Troisièmement, quelle est la faille du système fiscal belge et au niveau européen qui pousse ou permet à des citoyens d'aller planquer leur argent ailleurs? Et comment expliquer la difficulté de la lutte contre la criminalité financière ici en Belgique? Et quels sont les moyens qui sont mis à disposition par l'État afin de combattre la fraude fiscale en Belgique et en Europe? Monsieur Arstrist, à vous. Non, mais alors, effectivement, nous avons vu qu'un certain nombre d'organes de presse au niveau mondial, paraît-il, ont fait ce qu'ils appellent des révélations qui effectivement ont été fracassantes. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment des révélations. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que depuis longtemps, un cabinet d'avocats parmi d'autres au Panama créait des sociétés panaméennes qui étaient utilisées par des tas de gens qui n'habitent pas au Panama, qui habitent notamment dans des pays européens et notamment en Belgique. On a parlé de 732 contribuables belges qui créent des sociétés à diverses fins. Et on nous dit qu'il y a parmi eux des criminels patentés, des dictateurs d'un certain nombre de pays, des dictateurs présents et passés, et que l'on y trouve aussi un certain nombre de personnes qui ont agi dans le but de frauder l'impôt ou parfois de payer moins d'impôts, éventuellement de manière licite. En soi, ce ne sont pas des révélations. Tout le monde sait, non seulement dans le secteur financier, mais aussi dans toutes les administrations fiscales du monde, tout le monde sait depuis longtemps qu'il est possible de constituer au Panama et dans quantité d'autres pays, les îles Vierges britanniques, etc., qu'il est possible de constituer des sociétés
qui sont plus ou moins opaques, qui permettent de ne pas connaître les personnes qui agissent derrière ces sociétés et qui bénéficient dans ces différents pays, et notamment au Panama, d'un régime fiscal avantageux, et on ne peut pas difficilement faire plus avantageux que ce qu'on a au Panama, puisque une société panaméenne qui agit au Panama paye des impôts qui sont comparables à tous les autres pays, mais une société panaméenne qui agit à l'extérieur, qui ne fait rien au Panama, eh bien cette société panaméenne ne paye tout simplement rien, sauf quelques centaines de dollars à titre d'impôts forfaitaires par an, et ce, quel que soit le résultat qu'elle réalise. On sait ça depuis longtemps, et je dirais en passant que c'est la souveraineté du Panama. Il y a des pays qui veulent taxer beaucoup, il y a aussi des pays qui veulent taxer très peu. Et le Panama est loin d'être seul, puisque on sait que plusieurs États des États-Unis, et notamment le Delaware, ont exactement la même politique que le Panama de ce point de vue-là. Tout ça est connu, et est connu depuis très longtemps. Il y a 40 ans, l'avocat français Édouard Chambos publiait un guide des paradis fiscaux qui n'était pas du tout destiné aux professionnels, qui contenait d'ailleurs pas grand-chose de très intéressant pour un professionnel, mais qui donnait la liste complète des pays où il est possible de constituer ce genre de société. Ce livre a été un best-seller, réédité plusieurs fois, et tout le monde sait très bien depuis lors quels sont les pays où il faut aller pour faire ce genre de choses. Donc, dans l'abstrait, il n'y a aucune révélation à ce niveau-là. Ce qui est, par contre, une révélation, c'est qu'il y a un certain nombre de noms qui apparaissent. Les noms sont surtout intéressants lorsqu'on y voit un certain nombre de dirigeants politiques. Et il faut constater de ce point de vue-là, je n'ai pas l'habitude de dire beaucoup de bien des politiciens belges, mais en l'occurrence, on peut le dire, il n'y a aucun politicien belge en exercice qui est cité dans la fameuse liste des 732 Belges qui sont concernés. Ça ne veut pas dire que dans d'autres paradis fiscaux, dans d'autres cabinets d'avocats, il n'y a pas un autre politicien, personne ne sait qui est concerné, mais c'est le cas pour la Belgique. On ne peut pas dire que le monde politique soit visé. Alors, qui va utiliser ce genre de société? Eh bien, il y a effectivement dans d'autres pays des criminels, des dictateurs, il y a des gens qui fraudent le fisc, il y a des gens qui par contre le constituent de bonne foi. Lorsque on a une entreprise qui participe à l'élargissement du canal de Panama, il est peut-être assez logique d'avoir une société au Panama. Lorsqu'on est dans le commerce maritime, pour lequel le pavillon panaméen est l'un des plus importants au monde, il paraît assez légitime d'avoir une société de ce type-là aussi. Et puis, il y a des gens qui ont respecté, je dirais tout de suite ce que c'est, le choix de la voie la moins imposée, c'est-à-dire qui ont créé des sociétés au Panama, mais tout en respectant les lois. Et puis enfin, il y en a qui ont fraudé le fisc et qui ont régularisé leur situation, puisqu'en Belgique, on a eu 3 programmes successifs de DLU qui s'appellent, on ne le croira pas, déclaration libératoire unique, l'unique 1, l'unique 2 et puis l'unique 3. Mais bientôt, il va y avoir l'unique 4, puisque le gouvernement belge a déposé un projet de loi pour permettre une déclaration unique numéro 4 qui, elle, sera permanente et qui permettra aux fraudeurs, moyennant des pénalités, de régulariser leur situation. Et donc maintenant, ils savent, s'ils sont dans la fameuse liste, que c'est ce qu'il leur reste à faire, c'est de se précipiter pour faire la régularisation lorsque la loi nouvelle sera entrée en vigueur. Alors, vous m'avez demandé, est-ce que c'est licite ou non? Alors la première question c'est, est-ce qu'il est licite quand on est résident belge d'avoir des actions dans une société panaméenne, même éventuellement 100% des actions? La réponse est oui, sans aucune hésitation. Un citoyen belge, un résident belge peut avoir des actions dans toutes les sociétés qu'il veut. Mais la question ne s'arrête évidemment pas là. Si on a une société de ce type, il faut, pour qu'elle ne soit pas taxable en Belgique, il faut qu'elle soit effectivement gérée depuis hors de la Belgique. Une société, même panaméenne, qui est gérée depuis la Belgique, pour le fisc belge, c'est une société belge qui doit payer des impôts en Belgique. Et si on ne les déclare pas, eh bien, on ne respecte pas la loi, et donc on peut être qualifié de fraudeur.
Si on a ce type de société et qu'elle est effectivement gérée en Belgique, eh bien jusqu'en 2014 y compris, les revenus n'étaient pas taxables en Belgique. Depuis lors, il y a ce qu'on appelle la taxe Caïman, qui oblige les résidents belges qui possèdent directement des actions dans ce type de société, si ces sociétés ne sont pas taxées, ils doivent déclarer les revenus en Belgique comme si c'était leur revenu propre. Si ce n'est que bien sûr ce système de taxe Caïman ne vise pas toutes les situations, mais dans le principe, effectivement, les contribuables belges qui ont ce genre de société peuvent l'avoir, mais vous devrez remarquer que c'est quand même pour déclarer les revenus en Belgique, autant par une société belge, puisqu'on n'a pas l'objectif fiscal, en tout cas, n'est pas atteint. Alors, qu'est-ce qui reste comme avantage? Eh bien, les gens qui créaient ce genre de société pouvaient espérer avoir un certain anonymat. C'est pas toujours vilain de rechercher un anonymat, ça peut être pour des raisons commerciales, pour des raisons familiales, pour des tas de raisons qui peuvent être justifiables, mais à l'égard du fisc, cet anonymat est destiné à être perdu à brève échéance, puisque lorsqu'on a une société panaméenne, c'est pas pour mettre de l'argent au Panama. Je connais personne qui a un compte en banque au Panama. Ces sociétés panaméennes ouvrent des comptes, en général, en Suisse, au Luxembourg ou dans d'autres pays qui se sont engagés à fournir des renseignements concernant les titulaires des comptes. En 2017, en ce qui concerne le Luxembourg, mais qui révélera en 2017 la situation au 1er janvier 2016, donc la situation est déjà figée, et la Suisse, c'est un an plus tard, en 2018, pour la situation au 1er janvier 2017. Donc à terme, l'avantage d'anonymat n'est pas atteint non plus, et si les renseignements n'avaient pas été révélés par les Panama Papers, eh bien, les administrations fiscales de toute façon auraient obtenu ces renseignements, plus tard, du moins pour les comptes qui demeurent ouverts, avec la nuance que vous aurez remarqué en lisant les Panama Papers, qu'on ne voit jamais aucun chiffre. On vous parle de fraudeurs, mais on ne parle jamais d'un seul montant en dollars, en euros, on occulte autre monnaie, parce que visiblement, les journalistes ne les ont pas. Et donc, les renseignements qui sont dans les Panama Papers ne serviront probablement à rien en ce qui concerne les administrations fiscales, parce qu'une administration fiscale sans chiffres ne peut rien faire, outre le fait qu'il semble que les journalistes, pour préserver leurs sources, ce qui est un de leurs devoirs, et il y a la liberté de la presse qui leur permet bien sûr de publier ce genre de choses, mais ils ont aussi le devoir de préserver leurs sources, ne semblent pas disposés à fournir les informations. Alors on peut se demander pourquoi un résident belge, autre qu'un criminel bien entendu, mais quelqu'un qui a des préoccupations fiscales, a éprouvé le besoin de constituer des sociétés au Panama. Alors, c'est assez rarement, ça peut paraître curieux, mais c'est assez rarement pour éviter de payer un impôt sur le revenu. Pourquoi? Parce que pour des années précédentes, l'impôt sur les revenus mobiliers en Belgique était assez faible. On était à 15% sur des revenus qui, compte tenu des baisses de taux d'intérêt, étaient assez faibles eux-mêmes. Aujourd'hui, le prix compte est monté à 27%. Mais par contre, les gens voulaient se prémunir contre un impôt beaucoup plus redoutable, qui sont les droits de succession. Parce que là, on parle de, même en ligne directe, de 30%, donc en ligne directe c'est entre parents et enfants, 30% sur le capital lui-même, c'est-à-dire sur l'ensemble de la fortune. Pourquoi est-on à des taux pareils? Parce que le barème a été fixé en 1934 et n'a jamais été indexé. Et donc on réclame encore aujourd'hui le taux maximum pour des sommes qui représentaient en 1934 des fortunes du niveau Albert Fraise et qui aujourd'hui représentent l'avoir d'une famille moyenne, et c'est la raison pour laquelle on vous explique dans les journaux qu'on ne trouve pas que des grands capitaines d'industrie et des grands financiers, on trouve aussi le boucher ou le boulanger du coin qui a été amené à constituer ce genre de société, en général sous la pression des banques. Pourquoi? En 2003, on a voté une directive épargne au niveau européen qui obligeait les États européens à se communiquer les informations concernant les intérêts, seulement les intérêts, perçus par des résidents d'autres pays. Tous les pays européens ont accepté de fournir ces renseignements, sauf 3. Ces 3 pays sont l'Autriche,
le Luxembourg et la Belgique. Ces trois pays, en compensation, ont dit mais nous allons percevoir un précompte, une avance sur l'impôt que nous ristournerons à concurrence des trois quarts au pays du bénéficiaire, mais sans donner le nom. Comme ça, le pays du bénéficiaire ne perd rien. La faille, mais la faille bien connue et évidemment organisée, c'était que cette directive visait exclusivement les comptes ouverts au nom de personnes physiques habitant dans un pays de l'Union européenne. C'est pas par hasard, personne ne s'est trompé en rédigeant cela, c'est une négociation entre les différents pays de l'Union européenne, et en particulier avec les trois qui ne voulaient pas fournir des renseignements, et on a su très bien que l'on laissait un trou énorme qui était, lorsque le compte est ouvert au nom d'une société qui se trouve ailleurs qu'en Europe et qui d'ailleurs pas au nom d'une personne physique, qui est d'une société et éventuellement d'une société panaméenne, qui n'est évidemment pas dans l'Union européenne, la directive ne joue pas. Et par conséquent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un certain nombre de banques se sont dit, pour que les clients aient un meilleur rendement, pour qu'ils restent chez nous, on va leur fournir des sociétés constituées au Panama, aux îles Vierges ou ailleurs. Comme ça, le compte n'est pas ouvert au nom de la personne qui se trouve en Belgique, mais au nom de ce genre de société, ce qui est parfaitement légal si la société est effectivement gérée depuis ce genre de pays, ce qui, par contre, n'est peut-être pas toujours le cas. Ça, c'est à envisager au cas par cas. C'est ça la faille du système. Et qu'on ne vienne pas dire aujourd'hui que ce sont les vilains banquiers qui ont utilisé ce mécanisme dont personne ne voulait. On a voté la directive en sachant très bien que c'est ça qui arriverait, et je précise que la directive épargne a été changée récemment et que en 2017-2018, les informations porteront sur tous les comptes dont un bénéficiaire économique, pas le titulaire, le bénéficiaire économique, c'est-à-dire la personne qui est derrière la société, est un résident de l'Union européenne, et donc cette faille est bouchée définitivement. Alors, tout dernier mot, parce que je pense que j'arrive au bout de mes 15 minutes, quelle est la justification de tout ça? Eh bien, nous sommes dans un état de droit, par conséquent, il est normal que les journalistes utilisent la liberté de la presse, même si je pense qu'ils n'ont pas révélé grand-chose en l'occurrence, et qu'ils ont probablement été utilisés. Il est assez évident que ce n'est pas eux qui se sont procurés les informations, quelqu'un s'est arrangé pour qu'ils aient ces informations, et donc quelqu'un qui y a intérêt, sans doute un gouvernement, mais on ne peut pas en être sûr, et donc ce qui serait du vrai journalisme d'investigation, ce serait d'essayer de savoir qui a eu intérêt à fournir ces informations, parce que pour ce qu'on voit aujourd'hui, je parlerai plutôt en chef des journalistes en question, mais qui font leur travail, bien sûr, et qui ont le droit de révéler tout ça. C'est de la gestion de fuites organisées dont ils ont été chargés, et c'est rien de plus que ça, mais encore une fois, ça fait partie de la liberté de la presse. Et puis, il faut peut-être aussi se demander que veut-on faire. Ce que je vois qu'on propose actuellement, c'est d'essayer de faire du Panama un enfer fiscal en disant mais vous devez faire comme les autres. Ben, je dirais peut-être qu'il y a une autre façon de raisonner. Nous vivons en Belgique dans un pays où l'État prend 50 € sur chaque Belge qui gagne 100 € et il en dépense 54 sur 100 € de revenus. C'est peut-être un peu beaucoup. Est-ce que le problème n'est pas avant tout au niveau de la perception de l'impôt? Lorsqu'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux, et nous vivons dans un de ces enfers fiscaux. Et une autre solution, peut-être, c'est, au lieu de lutter contre les paradis fiscaux, de lutter contre les enfers fiscaux, de façon à ce que plus personne n'ait besoin de constituer ce genre de société. Merci beaucoup. Première réponse. Tout est dit, tout est bien dit, tout est correct. Par rapport à cette analyse des paradis fiscaux, j'aurais peu de choses à dire, si ce n'est en fin d'intervention, mais je vais peut-être vous étonner en commençant par la fin des choses. La fin des choses, c'est notre planète. Vous savez, la criminalité financière a pris possession de la planète Terre, qu'il est devenu, pour l'argent sale, une circonférence plane. Tandis que lutter contre la criminalité financière, donc, c'est-à-dire les fighters,
nous avons, nous, toujours des frontières qui sont comme des murs que nous devons franchir, poser des échelles contre ces murs, passer de l'autre côté. Quand on prend les chiffres de la criminalité financière, on avance entre 6 et 7% du produit international brut concernant la corruption, et idem pour le blanchiment d'argent. J'ai eu quant à moi une horrible vision un jour qui est celle de dire, mais finalement, est-ce que nous ne vivons pas le complexe du Brahman Sissa? Je ne sais pas si vous connaissez le Brahman Sissa. Le Brahman Sissa, c'est un sage qui vivait en Inde. Le roi Beki lui disait, mais moi je m'ennuie. Alors celui qui me sort de l'ennui, je le couvrirai de trésors. Et le Brahman Sissa lui a apporté un cadeau merveilleux, c'est le jeu d'échecs. Et considérant que c'était le plus beau cadeau, le plus beau cadeau universel du monde, le roi lui dit, je vais te combler de trésors. Et le Brahman Sissa lui a répondu, la seule chose qui m'intéresse, c'est d'avoir de la nourriture jusqu'à la fin de mes jours, et je te demanderai simplement de poser sur la première case du jeu d'échecs un grain de riz. Sur la deuxième case, 2 grains de riz. Sur la troisième case, 4 grains de riz. Sur la quatrième case, 8 grains de riz, etc. Le roi se dit, bonne affaire. La seule chose, c'est qu'il n'avait pas prévu qu'arrivé à la dernière case du jeu d'échecs, il lui fallait 1000 millénaires de production de riz pour combler la dernière case. Ça, c'est le problème de l'argent sale qui, chaque année, est généré par la criminalité financière et qui, d'année en année, se pose, tels les grains de riz du Brahman Sissa, sur l'échiquier de notre temps. À la différence, c'est que sur l'échiquier du temps, il n'y a pas de dernière case. La criminalité financière, c'est quoi? C'est l'argent qui est produit de toutes les infractions possibles et imaginables qui courent dans le monde. Les plus classiques, sans doute la plus prolifique, le trafic de stupéfiants. Bon, j'étais à l'UNIF, je vois votre jeunesse. De mon temps, on allait boire des bières au petit yo-yo qui n'existait pas. Disons qu'actuellement, le vendredi soir et le samedi soir, j'ai des enfants adolescents, ils se font un petit joint. Je ne sais pas si quelqu'un a un petit joint, d'ailleurs, peut-être... Le trafic de résidus de cannabis en provenance du RIF, d'après l'OCDE, représente par an 11 milliards d'argent sale blanchi en Europe. C'est une criminalité violente, et c'est un tout petit machin, et c'est un plaisir partagé. Vous imaginez l'immensité du trafic de cocaïne et d'héroïne qui se joint à cela sur la planète, le trafic d'êtres humains, toutes ces infractions qui habitent notre planète de plus en plus. Donc vous avez par exemple la contrefaçon. La contrefaçon représente en Europe estimé 350 milliards d'euros de fraude en provenance notamment de Chine. Et on parle actuellement d'étendre un marché libre au départ de la Chine. Imaginez-vous que la fraude TVA, le carrousel TVA, c'est-à-dire les fausses opérations commerciales pour piquer l'argent aux États, représente plus ou moins 300 milliards par an en Europe. Rendez-vous compte que dans tous ces trafics, il y a la corruption. La corruption, le mal endémique qui empêche les sociétés en Amérique latine, en Asie et en Afrique d'accéder simplement à nos valeurs, dont la plus importante est la démocratie. 7% du PIB brut international, c'est la corruption. La criminalité financière a pris possession de notre monde. Et il faut arrêter de se voiler la face sur cela. Nous sommes en danger. En Russie, près de 75% des sociétés privées sont détenues par les mafias.
depuis la crise financière de 2008, qui a été une des causes principales de l'augmentation de la criminalité financière sur notre planète, imaginez-vous par exemple qu'en Italie, il a été déterminé aussi par l'OCDE que 35% des prêts octroyés aux entreprises et aux personnes privées sont faits par la 'Ndrangheta, la Cosa Nostra. Oui, mais vous avez aussi, dans le panel de la criminalité financière, la fraude fiscale. Vous savez, la fraude fiscale commence comment? Demandez à vos parents. Quand ils veulent réparer leur chasse d'eau, quand le plombier vient, quelle est la première question que le plombier va poser quand il a réparé la chasse d'eau? Vous voulez ou vous voulez pas une facture? Essayez de trouver un plombier qui va vous faire une facture, ça va être difficile. Hein? Ça, c'est la petite fraude fiscale. Et puis, vous avez la grande fraude fiscale. Mais je vous parle ici criminalité. Il n'y a pas de possibilité pour les grands criminels financiers de blanchir l'argent sans les professionnels qui les aident à le faire. Et en cela, la grande possibilité pour eux, et la seule, c'est de passer par les sociétés offshore, les paradis fiscaux et les banques offshore. Point à la ligne, c'est comme ça. Bien. Je reviens à Panama Papers. Pourquoi j'aime et en même temps je dis j'aime? Alors vous savez, ce qui me plaît dans Panama Papers, c'est comme dans Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, c'est qu'à un certain moment, vous avez un panel de journalistes qui vont jeter en pâture, je dirais des noms, mais en tout cas des systèmes de fonctionnement de ce qu'est le blanchiment d'argent à travers ces systèmes-là. J'accepte LuxLeaks, hein. Ça c'est autre chose, vous en parlerez dans un instant. Parce que il y a dans ces dénonciations un effet de communication chez les gens. Je vais faire un tout petit break. J'ai un historien que j'adore, qui s'appelle Osborne, qui a décrit le XXe siècle en disant qu'il avait commencé en 1914 et qu'il s'était clôturé en 1989 à la chute du mur de Berlin. Et il s'était dit qu'en 89, tout allait devenir terrible. Et il avait raison. C'était un historien marxiste. Il appelait ça l'histoire de ce XXe siècle. Et il s'est produit quelque chose à la chute du mur de Berlin. Concomitamment, vous avez eu les oligarques, la pénétration des mafias internationales, vous avez eu Internet qui a bouffé la planète, et rendez-vous compte de l'existence aujourd'hui du Darknet, c'est-à-dire des marchés incontrôlables sur le plan de la vente des produits illicites et des bitcoins qui vont l'accompagner, c'est-à-dire l'absence de contrôle sur l'argent virtuel. Imaginez-vous que nous avons pris en pleine figure l'intégrisme religieux, qui n'est jamais, excusez-moi, que l'atome de la molécule de la criminalité financière. Ne croyez pas un seul instant qu'on se fait sauter parce qu'on croit en une forme de spiritualité. Hein. On se fait sauter parce qu'on a été drillé par des gens qui manipulent sur le plan financier tout cela, bien en amont de ce phénomène. Nous sommes dans une société où le monde financier a pris possession du pouvoir politique. Et quand la preuve s'en est faite en 2008, quand la crise financière s'est produite, que s'est-il passé? Les banques, qui avaient complètement foiré, déconné la crise des subprimes. Imaginez-vous qu'aux États-Unis, quand un redneck payait pas son crédit hypothécaire, ça entraînait 20 millions de chômeurs en Chine. Les banques ont dit, sauf un pays, l'Islande, qui a foutu les banquiers en prison et fermé les banques. Tous les pays du monde, en ce compris chez nous, ont dit, nous cédons. Et c'est à la base de cela qu'on s'est rendu compte que le monde financier avait pris possession définitivement
et politiquement du monde, et que les nations et les gouvernements s'étaient effacés devant ce monde-là. Le Dieu profit, croyez-moi bien, c'est bien plus important que tout autre Dieu que l'on peut invoquer aujourd'hui. Et là-dedans, Panama Papers, c'est quoi? Ben, c'est la même chose que Offshore Leaks ou Swiss Leaks. C'est la dénonciation tout simplement d'une technique qui permet au monde financier de mêler l'argent propre et l'argent sale de cette criminalité, dont la plus petite peut aussi être le plombier. Ça, c'est la situation. Quand Thierry dit, ce n'est pas par principe qu'une société offshore est illicite, le problème, c'est qu'il faut faire en réalité la proportion dans les sociétés offshore et dans leurs utilisations pour savoir à quoi elles servent. Et croyez-moi bien qu'un pourcentage proche de 95% ou 90% ou 85% ou 99%, qu'importe, c'est pour planquer l'argent, soit pour faire des profits, soit pour planquer les profits illicites. Ça, c'est les Panama, les îles Caïmans, les îles Milices et autres. Bien. 40 paradis fiscaux. La transparence, un tout petit mot, certes. Mais le principe des sociétés offshore, c'est de mettre en avant des personnes qui sont des interposants. Et quand on dira qui est le bénéficiaire économique, vous aurez toujours un interposant, un trustee, comme on dit, qui viendra en disant « Je suis un cabinet d'avocats couvert par le secret professionnel ». À la City de Londres, par exemple, qui est une machine à blanchir l'argent absolument remarquable. Alors là, moi je veux bien. Mais j'ai quand même, par rapport à la situation dénoncée par Panama Papers, une simple satisfaction, c'est que cela suscite dans la population, vous savez, les gens, un phénomène de réflexion en disant « Tiens, ça existe. On est dans la crotte. On ne parvient pas à boucler le budget, on va dans notre poche, on va, comme disait la NVA, prendre l'argent à la sécurité sociale, alors qu'en réalité, le gros pognon, tous les ans, continue à foutre le camp. Vous vous rendez compte de cela? Ça, c'est de la criminalité financière. Et croyez-moi bien, elle existe, et elle n'est pas dans notre société, que ce soit en Belgique ou ailleurs, légitimement combattu avec les moyens qu'il faut. Et je pense que j'y reviendrai. Je pense que vous devriez réagir par rapport à ce que Oui, réagir. Je suis d'accord avec la plupart des choses que M. Claes vous a dites. Je pense peut-être qu'il faut par contre rechercher les raisons pour lesquelles les choses sont comme ça. Il y a beaucoup de criminalité financière parce qu'il y a beaucoup d'infractions, parce que les législateurs ont rendu criminel un certain nombre de comportements qu'on aurait peut-être pu se passer de criminaliser, et que de cette manière, on a multiplié le nombre de criminels en multipliant le nombre de crimes. Prenons l'exemple, la drogue. Pourquoi les trafiquants gagnent-ils beaucoup d'argent? Ils vendent un produit bas de gamme, produit agricole à peine transformé, qu'il est assez facile de produire et qui ne devrait pas coûter très cher. Ça coûte beaucoup plus cher parce que les trafiquants font des profits illicites, mais ces profits sont importants parce qu'ils sont illicites, parce qu'il y a une prime de danger à payer, parce qu'ils prennent des risques. Si l'on décidait de libéraliser, en tout cas certaines drogues, comme commencent à l'envisager certains pays, certains États américains comme le Colorado par exemple, le Portugal en Europe, on casserait les profits de cette criminalité et on aurait beaucoup moins de criminels. On pourrait même, pour ceux qui vraiment veulent défendre à tout prix le dieu État, que j'opposerais au dieu profit, on pourrait même les taxer, comme on fait au Colorado, et on serait très content. Ils gagneraient moins, il n'y aurait pas besoin de violence, et on s'achèterait la drogue à la pharmacie, on serait sûr qu'elle serait de bonne qualité.
je pense que tout le monde y gagnerait, il y aurait beaucoup moins de criminels. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses interdites dans les pays où nous vivons qu'il y a beaucoup de criminels qui en profitent. Et s'ils pouvaient faire la même chose honnêtement, ils gagneraient beaucoup moins d'argent. Et il n'y aurait pas toute la violence qui accompagne ces délits. Et il va de soi qu'il faut les réprimer sévèrement parce qu'il y a cette violence, mais qu'il serait peut-être plus intelligent de penser à libéraliser un certain nombre de choses. Un écrivain américain a écrit récemment qu'un Américain moyen commettait sans le savoir 3 délits par jour. Parce que nul n'est censé ignorer la loi, c'est un beau principe, mais franchement, je défie quiconque de retenir ce qu'il y a dans les 100 000 pages du Moniteur par an, plus toutes les années précédentes. Et aux États-Unis, explique cet auteur américain, il faut connaître les lois fédérales, les lois de l'État, les lois du comté et les lois de la municipalité. Et ces lois interdisent des tas de choses et les gens ne savent même pas qu'elles sont interdites et commettent tous ces délits par nécessité ou par ignorance. Est-ce que ça fait des tas de criminels ? Est-ce que pour les mêmes raisons, il faut considérer que l'on doit mettre dans le même sac, je sais très bien que M. Glaise ne le fait pas, dans le même sac le plombier qui ne vous donne pas de facture et le grand fraudeur. Et peut-être que le plombier qui n'a pas de facture, qui ne vous donne pas de facture, il a, bien malgré lui, parce que sa banque lui a dit, et c'est un très mauvais conseil, lui a dit de constituer une société au Panama. C'est parfaitement possible, parce qu'on nous explique qu'il y a des boulangers et des bouchers, donc il y a sans doute des plombiers aussi. Quant au Dieu profit, je pense que le Dieu profit, il est, et c'est un bien ou un mal, mais c'est malheureusement un Dieu peut-être pour une grande majorité de gens, y compris le profit fiscal. Il y a des tas de choses dans notre système fiscal, dans notre système qui n'existent que pour des raisons fiscales, parce qu'on cherche un avantage légal en l'occurrence. Est-ce qu'il y aurait des livrets de dépôt, des titres-services, des chèques repas, s'il n'y avait pas à la clé un avantage fiscal? Tout le monde recherche ce genre d'avantage. Alors, si l'avantage doit être obtenu par des mécanismes plus compliqués, mais reste conforme à la loi, moi je ne vois rien à redire, je pense que nous sommes d'accord sur ce point. Le critère entre ce qui est licite et ce qui ne l'est pas, c'est tout simplement, est-ce qu'on respecte la loi ou est-ce qu'on ne la respecte pas? Ce n'est pas une question de l'esprit de la loi. Personnellement, je pense que l'esprit des lois était une bonne idée de Montesquieu, mais il ne connaissait pas les lois fiscales belges d'aujourd'hui. Et s'il les connaissait, je pense, s'il les avait connues, je pense qu'il n'aurait pas parlé d'un esprit des lois, parce qu'elles n'en ont pas. Et ce sont des lois destinées à rapporter de l'argent à l'État, qui n'ont pas beaucoup de cohérence autre que financière. J'ai eu l'occasion de le dire récemment, nous avons un système fiscal qui est cynique, qui cherche à taxer la grande masse, parce que quand on taxe à des taux très élevés, comme on le fait en Belgique, le maximum de gens, on a beaucoup de recettes. Ce n'est pas intéressant de taxer très fort un petit nombre de riches, parce qu'il n'y en a pas assez. Tandis que notre barème, nous avons un barème dont le taux le plus élevé est à 50%. Il y a des cantons suisses où on paye ça aussi. Simplement, en Belgique, c'est à partir d'une trentaine de milliers d'euros, et dans les cantons suisses, il faut plus d'1 million d'euros pour arriver à ce taux-là. C'est ce qu'on taxe en Belgique, c'est la classe moyenne, parce que ça, c'est beaucoup de gens et qu'on les taxe très fort. Et c'est là qu'est le problème, c'est que nous avons un système qui est, à mon sens, injuste, non seulement dans la répartition, mais avant tout au niveau de l'impôt. Je pense qu'il n'est pas juste que l'État s'approprie plus de 50% des recettes. Je suis très inquiet quand on apprend que la criminalité financière prend 7% du PIB, mais l'État en prend 50%, tout qu'on fait, c'est peut-être plus grave. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi se préoccuper de ça, se dire que l'État, lui, c'est un vrai danger, et en plus, l'État, il veut tout savoir, puisqu'il s'approprie l'information, ce qui est essentiel. Il va l'avoir par des voies légales, et en plus, il la reçoit par les journalistes par des voies qui sont moins légales. Je cite, juste pour... en fait, sur votre site, il y a votre philosophie, comment vous fonctionnez dans les associés chez Ascrif, notre engagement, je cite,
une conviction intime de l'importance de défendre le contribuable face à l'État. En fait, donc l'État serait le prédateur dans le contrat social qui le lie aux citoyens, enfin aux contribuables, comme vous avez bien dit. J'ai jamais cru qu'il y avait un contrat social. En tout cas, je ne l'ai jamais signé. Et je pense que personne ici ne l'a signé non plus, et même Jean-Jacques Rousseau n'avait pas signé non plus. Ah là là. Comment peut-on être à la fois d'accord et puis à un certain moment sourire? Alors, en quoi suis-je d'accord? Personnellement, pour qu'une loi soit respectée, il faut d'abord qu'elle soit respectable. Et je suis le premier à dire que la complexité des lois, que ce soit dans le domaine fiscal, social ou de l'environnement et autres, impose notamment à l'entrepreneur, donc à celui qui veut entreprendre quelque chose dans sa vie, des difficultés telles qu'il se retrouve presque, je ne sais pas si vous avez connu le docteur Clock, ce personnage de Jules Romain, il regardait ses patients en disant, vous savez, tout patient est un malade qui s'ignore. Eh bien, un petit peu dans la justice, vous savez, tout contribuable ou tout citoyen est un prévenu qui s'ignore, tant il est possible pour lui, sans le savoir, de tomber dans l'application d'une règle pénale qui lui aurait échappé. Le Code social français, par exemple, pèse 1,250 kg. Qu'il vous tombe sur le pied, sachez que chaque règle est punie sur le plan pénal. Comment voulez-vous à un certain moment qu'on s'en sorte? Il faut évidemment non seulement envisager une plus grande transparence de nos lois. Nous sommes dans un système capitaliste, que vous êtes pour ou contre, chacun aura son opinion, mais tant que nous sommes dans ce système de capitalisme, visons à tout le moins un capitalisme social, et que dans la notion de recherche du profit, que ce soit un profit sain, et que cela se fasse de manière saine, par des règles compréhensible, et nous n'y sommes pas. Et d'un autre côté, pourquoi emmerder sur le plan pénal le plombier qui a fait de la fraude fiscale? Et je vous assure que c'est pénal. Non, par pitié, dépénalisation totale de ces règles fiscales de base, ça me paraît être évident, et laissons à l'administration fiscale le soin de faire son job à condition qu'on lui donne les moyens. Première réponse. Vous voyez qu'on est d'accord, hein? Mais, on revient un peu à LuxLeaks. Hein. Alors là, ça, c'est une autre situation où, là, on va rentrer sur un terrain qui est un petit peu différent. Et ce mot n'a pas encore été prononcé, c'est le mot éthique. Vous savez, l'éthique, il y a un auteur français qui disait « c'est l'esthétique du dedans ». Ce que dénonce LuxLeaks, par exemple, c'est que au plus vous avez de l'argent, au plus vous avez la possibilité de ne pas payer d'impôts. Thierry vous dit, à partir du moment où nous sommes les esclaves d'États aberrants dans ces règles, quoi de plus normal que de chercher, on l'a pas encore dit maintenant, l'optimalisation fiscale en toute légalité, j'insiste. Mais comment est-il possible aussi, à un certain moment, de se dire que là où on a le plus de moyens, et que ces moyens doivent servir à soutenir la communauté et la communauté sociale. Liberté, égalité, fraternité. Eh bien, que c'est non. Moi, la fraternité, c'est ailleurs, et c'est moi. Je suis mon autre frère. Là, ça devient quand même effectivement une belle réflexion que nous pouvons avoir en disant, mais indépendamment de frauder, et par les paradis fiscaux, le fait de transiger, d'avoir une convention, un contrat fiscal, c'est quand même un peu dur de se dire, au plus j'ai des sous, au moins j'en paierai, et de toute façon, à un certain moment, j'en paierai tellement moins que ce sera ailleurs, par des sociétés telles que celle de Panama, pour que, à un certain moment, quand je meurs, cela échappe définitivement à l'impôt des successions. Ça, c'est un petit peu le tableau auquel nous sommes confrontés. Donc vous n'avez pas que la fraude, vous avez aussi l'aspect éthique qui est soumis en réflexion. Bien, pas simple. Resserrer les mailles fiscales, c'est un problème de gouvernement. Vous savez, la suédoise, j'en dis le plus grand mal, mais j'ai beaucoup de mal à dire des précédents gouvernements aussi. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans tout ce système. Parce que finalement, tant que ce soit
sur le plan de la réflexion des mailles fiscales, où vous avez une coalition, vous avez les socialistes, et puis on va faire les intérêts nationaux. Vous savez ce que c'est, les intérêts nationaux? Thierry va vous expliquer ça. Donc c'est une manière de payer encore moins d'impôts puisqu'on a de l'argent. Et vous aurez donc cette situation globale où il faut commencer à réfléchir ensemble sur un problème bien particulier. Bon sang, bonsoir. Qu'est-ce qui fait que, et l'actuel gouvernement, je le mets en cause, on est décidé à un moment de virer complètement du programme gouvernemental la lutte contre la criminalité financière, en ce compris la lutte contre l'évasion fiscale. Qu'est-ce qui s'est produit dans la tête de nos gouvernants aujourd'hui pour casser ce qui avait été fait sur leur précédent gouvernement avec la création d'un secrétariat d'État à la lutte contre la fraude fiscale et sociale, ce qui était le début de quelque chose, pour arriver à un secrétariat d'État à la lutte contre la criminalité financière, et qu'on en ait cassé cela. Et que d'un autre côté, nous nous trouvons dans une société où on disait à un certain moment, gouverner c'est prévoir. Qu'est-ce qu'on a bien prévu? Les tunnels qui s'effondrent, et la radicalisation qui nous tombe dessus. Et maintenant, gouverner c'est quoi par rapport aux emmerdements qui nous tombent sur la tête? Gouverner c'est quoi? C'est paraître. Est-ce que vous imaginez l'image et le son que nos gouvernants nous donnent aujourd'hui? Et quand à un certain moment, face à l'effondrement de l'économie bruxelloise, face à l'effondrement du budget, où ils ont mal calculé leurs coûts, on s'est trompé d'1,250 milliard, quoi. Mais c'est pas grave, on va le prendre à la sécurité sociale. Est-ce que vous imaginez dans quoi nous vivons comme société? C'est effroyable. Sachant d'autre part que toujours 30 milliards par an vont se retrouver dans les paradis fiscaux. Ça glace le son. Mais pour pouvoir vous donner la parole plus tard, parce que toute la deuxième heure sera réservée pour vos questions, parce que j'imagine, j'espère que vous en aurez beaucoup. Il y a eu une demande préalable à l'organisation, en fait, que les deux intervenants de ce soir s'expriment sur la fameuse directive qui a été votée par le Parlement européen sur la protection des secrets des affaires. Pour info, cette directive qui a été votée à une large majorité jeudi par le Parlement européen, il faut savoir qu'au niveau national, juste pour information, tous les députés belges ont voté pour, à l'exception des écologistes Philippe Lambert, Bart Staes, et le député PPE Claude Rollin, et les trois députés socialistes, Marie Arena, Hugues Bayet et Marc Tarré, se sont abstenus. Selon Madame Constance Le Gris, qui est l'eurodéputée de l'Île-de-France de droite, à savoir les Républicains et le PPE, qui est rapporteuse de ce projet, elle dit, et je cite, « Le texte de la directive est équilibré, il protège à la fois le savoir-faire professionnel, mais aussi les libertés fondamentales de l'exercice du métier de journaliste et des activités des lanceurs d'alerte. » D'un point de vue chronologique, il est un peu intéressant de voir que l'adoption de cette directive est pour le moins interpellante. Je m'explique. Elle a certes eu lieu quelques jours après le scandale des Panama Papers, mais elle est aussi survenue 15 jours avant l'ouverture du procès, le 26 avril à Luxembourg, du lanceur d'alerte Antoine Deltour, vous vous en rappelez, à l'origine des révélations LuxLeaks, où il a révélé des documents qui concernaient des rescrits fiscaux accordés par l'administration et négociés par la firme PwC, la fameuse boîte de consultance faisant partie des Big Four, et aussi l'Eldorado professionnel de beaucoup de mes collègues à Solvay. Donc, suite à la demande du public, je commence par vous, M. Afskrift, est-ce que vous pensez que c'est une bonne nouvelle, cette directive? Je ne pense pas que ce soit une très bonne nouvelle, parce que c'est très insuffisant. C'est très insuffisant parce qu'on prévoit une protection, d'ailleurs assez minime, des secrets d'affaires. Et il faudrait protéger non pas le secret d'affaires, mais le secret de tout le monde. On oublie de protéger les secrets des gens, tout simplement. Alors il y a effectivement quelques dispositions européennes en matière de protection de la vie privée, mais on oublie que le principal adversaire des gens qui ont des secrets, et des secrets qui peuvent être parfaitement légitimes, des secrets d'affaires, mais aussi des secrets de la vie privée, ce sont les États.
les États qui, eux, s'approprient un accès au renseignement de manière extrêmement générale. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que les États veulent tout savoir ou veulent pouvoir tout savoir. On en finit dans certains pays par vouloir incriminer ceux qui veulent protéger leurs secrets en cryptant leurs informations par mail parce qu'ils n'ont pas envie que les autorités les connaissent. Ça me paraît quand même assez légitime. Il n'y a pas que des terroristes qui veulent crypter des informations, et dans certains pays comme la France, on veut incriminer ceux qui veulent communiquer de manière secrète. Aujourd'hui, envoyer un mail, c'est comme parler. J'ai pas envie que tout ce que je raconte, même au point de vue privé, soit ou puisse être écouté par l'État. Et par contre, si je l'envoie par mail, j'ai une garantie à peu près à 100% que ça pourrait un jour être communiqué aux autorités. C'est un vrai danger. Nous sommes beaucoup plus loin que tous les régimes de censure, d'écoute qu'il y a eu lieu à n'importe quelle période de l'histoire. Aujourd'hui, grâce à la technique et aux législations, les États peuvent avoir la possibilité de s'approprier toutes les informations sur n'importe qui. Alors certains se réjouissent par exemple qu'on a mis fin au secret bancaire. Ça veut dire que dorénavant, dans les pays, parce que nous savons qu'en Belgique il en existe encore une petite partie, mais dans les pays où il n'y a pas de secret bancaire du tout, comme la France, ça signifie que l'administration fiscale, n'importe quel fonctionnaire de l'administration fiscale, peut savoir exactement où vous êtes à quel moment. Il suffit de voir les versements que vous avez faits par la carte bleue en France, et on sait qu'à 10h42, vous étiez à telle station-service, qu'à 11h26 tel jour, vous étiez dans tel autre magasin, et on peut vous suivre, et avec les informations que l'on peut obtenir par voie d'enquête téléphonique, je ne dis pas que ça peut être utile dans des enquêtes graves, mais on les autorise de manière de plus en plus large, eh bien on peut recouper cela, parce qu'en plus on peut faire un screening pour déterminer où vous êtes, et je trouve qu'il y a un danger pour les libertés des gens. Alors accessoirement, on s'est préoccupé, sans doute parce que, là en l'occurrence, il s'agit de milieux financiers plus importants, on s'est préoccupé de protéger les secrets d'affaires, et je pense qu'il y a effectivement certains éléments qu'il fallait protéger. Je pense que quand une firme se donne la peine de trouver des inventions, investit énormément pour trouver des nouveaux produits, il ne faut pas que ça puisse être copié, et donc il faut que ce genre de secret puisse être protégé. Quant aux lanceurs d'alerte, je ne vais pas avoir la même idée que l'on a habituellement de considérer que ce sont en général des idéalistes. Nous savons très bien que ceux qui ont défrayé la chronique pour certaines années ont, pour certains d'entre eux, essayé de monnayer les données qu'ils avaient. Et je pense que certains, en tout cas ceux qui ont vendu à l'État allemand, qui a eu l'honnêteté de reconnaître qu'ils achetaient des données, certains ont effectivement réussi à les monnayer. Je ne pense pas que ce sont des héros, je pense que ce sont des voleurs, et des voleurs qui ont réussi à obtenir que des États recèlent le produit de leur vol. Je pense que dans d'autres cas, la France a certainement dû rémunérer aussi, mais elle n'a pas l'honnêteté comme l'Allemagne de reconnaître qu'elle a payé un certain nombre de lanceurs d'alerte, et je pense que c'est assez grave de voir des États qui se basent sur des données obtenues de voleurs. Dans mon idée des États, les gendarmes sont d'un côté et les voleurs de l'autre, et en l'occurrence ils collaborent. Je trouve pas ça vraiment idéal. Quant à ceux même qui ne monnaieraient pas, je pense que personne n'est obligé de travailler dans une banque qui a des comptes utilisés par des fraudeurs du fisc, mais on n'est pas obligé d'y travailler, alors on peut travailler ailleurs. Je pense qu'à partir du moment où on s'est engagé à respecter un secret professionnel, on doit le respecter. Si on ne le respecte pas, eh bien on est un délinquant, et il n'y a pas que, et c'est aussi parfois des délinquants financiers. Je me demande d'ailleurs si ceux qui ont vendu à l'État allemand des données ont été taxés sur les bénéfices qu'ils ont obtenus. Tout au fait, est-ce que c'est
c'est pas aussi des fraudeurs? Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce genre de choses. C'est très bien de jouer au redresseur de tort, mais est-ce qu'ils ont déclaré ce revenu-là? C'est une question qu'on peut peut-être se poser. C'est clair. Tiens, on n'est pas d'accord. Fallait bien que ça arrive. Concernant l'aspect européen, vous savez que le secret des affaires, en réalité, est simplement déterminé et imposé par l'entreprise elle-même. Et donc ça peut prendre un sens le plus large possible, et que cette disposition, et quand on met en avant le côté journaliste, croyez-moi bien que ça c'est le côté très hypocrite de la disposition, ça n'a rien à voir. C'est évidemment un lobby qui a réussi à faire passer une règle de protection d'entreprise pour lutter contre ce qu'on appelle les whistleblowers. Il existe aux États-Unis le Whistleblowers Act, où il y a une certaine protection de ces lanceurs d'alerte. Il existe dans le code social français une protection, mais d'une manière générale, les professionnels qui luttent contre la criminalité financière poussent à obtenir non seulement une légalisation générale de ce qu'est le lanceur d'alerte, et une protection sociale de celui-ci, dans l'hypothèse où il connaît des problèmes sociaux qui suivraient sa dénonciation de l'existence d'une situation ou non éthique ou illégale dans une entreprise. Alors, entendons-nous bien. Les grandes affaires de corruption, que ce soit dans les marchés publics et autres, dans les entreprises, tout ce qui est la vie des entreprises dans lesquelles vous tombez dans le domaine pénal, voire éthique, il n'y a pas de possibilité réelle de connaître l'existence de ces infractions, sauf d'en connaître parfois certaines incidences, sans passer par des gens qui vont le dénoncer. Vous savez, il ne faut pas confondre la délation et la dénonciation. Moi, j'aime bien, vous savez, la délation, pour moi qui ai connu mes grands-parents qui ont connu la guerre, la délation, j'appelle ça l'exploitation de la méchanceté des imbéciles par les salauds. Et moi, je vais vous parler de la dénonciation, c'est autre chose. La dénonciation, chez nous, elle existe. Il y a des institutions qui se chargent de cela. Est-ce que vous connaissez la cellule de traitement des informations financières, créée par la loi de 1993 pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme? Les professionnels du chiffre en Belgique reçoivent des déclarations de suspicion des professionnels du chiffre dans lesquels vous avez tant les banques que les huissiers, que les experts comptables, les casinos, les diamantaires. Il y a au moins une dénonciation parfois, comme quoi ils ne travaillent pas avec des gens malhonnêtes sur le blanchiment d'argent. Mais le fait de porter à la connaissance l'existence d'un problème est parfois le seul moyen de lutter contre le phénomène, et le phénomène de la criminalité financière. Et c'est cela que je vise. Alors, je pense que s'il est tout aussi important qu'il subsiste le secret, c'est-à-dire le respect de la vie privée, il est tout aussi important aussi face à l'enjeu de demain, face à l'immensité du problème auquel nous sommes confrontés, d'avoir des moyens qui nous permettent à un certain moment de lutter contre cela pour que nous puissions, en termes de valeurs et d'idéaux qui ne sont pas nos intérêts personnels, de lutter contre cela pour pouvoir réagir. Et en cela, vous savez, le secret bancaire, quelle importance. En matière pénale, il n'y en a pas. Et si en matière fiscale, on donne une levée totale du secret bancaire, je serai personnellement le premier à m'y opposer. Il faut préalablement qu'il y ait des indices qui permettent de dire qu'il y a matière à le faire. On ne va pas dans la vie des gens comme cela. Là, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, à partir du moment où cela apparaît, les choses deviennent différentes. Donc, encore une fois, cette législation européenne est un plof qui nous tombe dessus et qui est un recul par rapport à ce que les combattants contre ces phénomènes de criminalité cherchent. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe dans notre société? Est-ce que vous connaissez cet autre pataquès qui est le TTIP, le traité transatlantique? Vous êtes au courant de cela. Vous savez qu'on va
actuellement dans le sens d'une négociation avec les États-Unis pour que les entreprises, les multinationales, moyennant certains avantages économiques, puissent dire à un certain moment, oui, mais si un pays de l'Union européenne prend une disposition légale ou réglementaire qui touche à nos intérêts économiques, on lui fait un procès, mais pas un procès devant un tribunal, devant une cour d'arbitrage. Et cette négociation est à ce point compliquée qu'on a imposé à nos représentants politiques le silence. Est-ce que vous vous imaginez cela? Le silence sur la négociation de la structure de cette norme en préparation. Quand je vous disais tout à l'heure que le monde financier a pris possession de notre planète, en voilà le plus bel exemple. C'est la disparition de la souveraineté des États par rapport au monde financier qui lui dicte sa loi. Et cela est intolérable. Merci, monsieur Abscrut, monsieur Piège, pour cette première partie du débat. Maintenant, je demanderai aux membres, à quelques membres du comité, juste de pouvoir prendre les micros afin de vous donner la parole à vous. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, tant qu'elles ne durent pas plus que 1 minute, j'y verrai. Donc, voilà. Pardon? Un micro, oui, il y a une... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend? Ah oui, c'est bien. Moi, j'ai plutôt une question pour vous, monsieur Abscrut. Parce que le discours était très clair, j'ai tout compris ce que vous avez dit, enfin, je crois, je vais peut-être vous corriger. Je comprends bien, la faute, c'est. Enfin, une des fautes, c'est que les États commencent à un peu trop criminaliser de nos jours, mais surtout que si l'évasion fiscale, en tout cas l'optimisation fiscale est possible, c'est parce que finalement, la loi le permet. Et j'ai l'impression que tout au long de votre discours, le fait que la loi le permet ôte un peu toute conscience à l'individu qui choisit de faire ça. Et donc, ce qui me gêne un peu, c'est qu'au final, je ne comprends pas trop à quel genre de société vous aspirez, compte tenu de, finalement, ce que vous formulez aussi très bien que les États ont tendance à taxer la grande masse, mais finalement, vous ne vous positionnez pas par rapport à, je dirais, la petite masse des riches qui, clairement, en tout cas, une partie de ces riches qui ne payent pas d'impôts. Et donc, moi, ça me pose un peu un problème, parce qu'on est quand même dans une phase où nous, les jeunes, depuis 8 ans à peu près, qu'avec la crise, on voit de plus en plus de coupes dans l'éducation, dans la culture, plein de choses qui, je pense, qui me tiennent pas mal à cœur. Soit avec des politiciens dans tous les pays d'Europe qui font des coupes, des David Cameron qui, au final, profitent eux-mêmes de la société de papa au Panama. Et donc voilà, j'aimerais bien, plus au-delà de l'explication vraiment claire de comment est-ce que vous vous positionnez, en tout cas contre l'État, savoir quelle moralité vous y trouvez là-dedans, parce que pour moi, il n'y en a pas vraiment. Merci. D'accord. Alors, sur l'optimisation fiscale, c'est-à-dire le fait de s'organiser de manière légale pour payer moins d'impôts, je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure pour vous montrer que tout le monde fait cela. Tout le monde fait cela avec les livrets de dépôt, avec les titres-services, etc. Et puis il y en a qui font cela en plus grand. C'est un droit constitutionnel
la Constitution prévoit que l'État ne peut prélever que les impôts prévus par la loi, ce qui signifie que les citoyens ont le droit de ne payer que les impôts prévus par la loi aussi. Et donc si la loi n'a pas prévu que ce serait taxable, même si probablement les parlementaires, à supposer qu'ils aient compris ce qu'ils aient voté, et auraient eu l'intention de rendre taxable de manière plus vaste certains revenus, eh bien, le citoyen qui se retrouve devant des obligations fiscales a le droit de ne remplir que ces obligations et de ne pas aller au-delà. Je vais tout de suite vous dire qu'il a l'obligation, par contre, de respecter ces obligations. Il doit respecter la loi, autrement il n'y a plus d'état de droit. Il peut s'attendre à ce que l'État respecte, mais lui aussi, il doit le faire. Par contre, s'il y a un trou dans la législation, si un trou volontaire ou involontaire de la part des autorités parlementaires, ou une situation du type de ruling luxembourgeois parce que l'administration a conclu un accord avec lui, eh bien c'est son droit d'en bénéficier. Alors je sais bien que votre question va plus loin que le droit et que vous me posez la question de la morale. Et bien sûr on peut y répondre. Alors je crois que pour élaborer une morale en matière fiscale, il faut commencer par se demander, est-ce que l'impôt est moral? Parce que si l'impôt n'est pas moral, le fait de ne pas payer des impôts que la loi ne prévoit pas, mais qu'elle aurait pu prévoir, je pense que le fait d'enfreindre une règle immorale n'est pas immoral. Alors on peut aller plus loin et on peut se demander, oui mais alors quelle société veut-on? C'est la question que vous m'avez posée. Alors je crois que on peut, c'est sans doute du rêve, mais puisque nous sommes dans l'idéal, on peut rêver, on peut se dire qu'on pourrait avoir une société où il y ait moins d'État, où tout ne soit pas régi par la contrainte, parce qu'enfin, un État, un impôt, c'est quelque chose qui vous est pris par la force. Nous sommes bien d'accord, c'est la preuve étant que si vous ne le payez pas, eh bien vous avez la contrainte d'État qui s'abat sur vous. Est-ce qu'il faut nécessairement que ce soit pris par la contrainte? Est-ce que les gens ne peuvent pas s'organiser par la libre association pour que tout ce que vous aimez, et moi aussi, la culture, la santé, etc., est-ce que ça doit vraiment dépendre de règles qui sont fixées par l'État? Alors vous me direz que Emmanuel Kant disait que l'homme est un animal qui a besoin d'un maître, et là je ne suis pas d'accord. Et c'est pourtant tout ce que c'est sur cette base-là que notre société est fondée. Il faut un maître, il faut un État pour vous dire ce que vous devez faire, ce que vous devez payer, et qui décide ce qu'on va faire avec cet argent-là. Eh bien moi je ne trouve pas que l'homme est un animal pour commencer, et je trouve qu'il n'a sûrement pas besoin d'un maître, et sûrement pas d'un maître qui est composé d'un État, c'est-à-dire d'autres hommes, qui sont jamais que des animaux qui ont besoin d'un maître eux-mêmes. Et je pense qu'il vaut mieux être son propre maître. Une petite réaction en disant, vous savez, le problème de l'impôt, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Mais c'est bien à partir du moment où l'impôt est justement réparti entre tous, d'une part, et correctement affecté, d'autre part, pour maintenir aussi les valeurs à laquelle je tiens particulièrement, qui est l'égalité des chances. Et voilà, vous savez, sous Louis XIV, son ministre des Finances, Colbert, me disait, si il faut taxer les pauvres parce qu'ils sont plus nombreux. Soit, bon, il faut quitter cela, bien sûr. Il faut bien entendu qu'il y ait un impôt qui soit plus correct. Et en ce qui me concerne, j'entends Thierry et je me dis, tiens, finalement, le jour où la prochaine rémunération ne sera pas taxée, je n'aurai pas mon précompte professionnel à 52% retenu. Bon, je vous invite tous au petit yo-yo pour prendre un verre, hein, ça c'est clair. Oui, j'ai une question pour chaque intervenant, pour mettre vous avez dit en quelque sorte, c'est parce qu'il y a beaucoup d'infractions
on trouve beaucoup de fraudeurs. Et vous avez pris l'exemple de la drogue, et vous avez parlé de la dépénalisation de la drogue, qui est peut-être une manière de régler le problème des trafiquants de drogue. Alors j'aimerais savoir, selon vous, si on transpose ce cas-là, de dépénalisation de la drogue, si on transpose ce cas dans le cas de la fraude fiscale, qu'est-ce que ça donne concrètement selon vous? Et oui. Et la question pour M. Clay, c'est vous avez dit à la fin de votre intervention, vous avez parlé de souveraineté des États. Et je me rappelle d'avoir vu un documentaire sur les îles Caïmans. Il y a eu la pression des États-Unis de Barack Obama par rapport à ce petit État. Et il s'est trouvé qu'à la fin, les personnes qui mettaient leur argent là-bas, puisque c'est les considérés comme paradis fiscal, ils ont fui les îles Caïmans. Et c'est à partir de cette époque que cet État a connu sa première crise de chômage et une crise économique cette façon de suivie. Deuxièmement, il y a des pays comme le Nauru qui n'a ni ressources, aucune ressource minière et quoi que ce soit. Tout ce qu'elle faisait pour financer l'État, c'était pour les entreprises, c'était les épargnants, l'argent que les épargnants mettaient dans les banques au Nauru avec ce peu d'impôts pour financer l'État. Et aujourd'hui, avec la lutte contre les paradis fiscaux, ces États n'arrivent plus à se financer. Il y a des crises. Alors, est-ce que vous pensez que ce n'est pas une lutte agressive, cette lutte des paradis fiscaux qui est menée par les États européens et les États-Unis? Oui, alors, je crois qu'on peut donner beaucoup d'exemples. J'ai donné un exemple tout à l'heure avec la dépénalisation de la drogue, donc je pense que ce serait une bonne chose. Je pense qu'on peut l'étendre, parce que vous me dites à la fraude fiscale, mais on peut l'étendre à beaucoup d'autres choses aussi. Nous avons le problème des migrants en Europe, avec des gens qui meurent parce qu'ils veulent venir chez nous, et je trouve que c'est profondément injuste et que c'est dû à notre système qui les empêche de venir. On les empêche de venir parce que ça coûterait de l'argent, parce que on se dit il faut organiser tout un dispositif qui doit venir des États aussi. Et du coup, on a des passeurs qui sont des criminels et qui sont sans doute parmi les pires criminels qu'on puisse imaginer, mais ces gens ne seraient pas des criminels si l'on pouvait venir librement en Europe. Et donc, je pense qu'un système coercitif qui empêche les gens qui veulent venir ici de venir parce qu'il y a des frontières que l'on ferme devant eux, c'est ça qui induit cette criminalité. Et je pense que ceux qui ont instauré ces règles de fermeture de l'Europe sont aussi des responsables de drames qui arrivent actuellement. Je pense qu'il y a trop de pénalisation, il y a trop d'États dans l'ensemble de nos sociétés, trop de choses interdites, et que l'on crée de la criminalité extrêmement grave, comme celle à laquelle je fais allusion. Alors, en ce qui concerne la fraude fiscale, je pense, et je suis assez proche de l'idée de M. Claes, je pense, j'espère qu'il ne sera pas vexé, je pense qu'il faut faire la distinction et que la situation du plombier, du boulanger qui ne déclare pas tous ses pains qu'il vend, etc., c'est un problème pour l'administration fiscale. On peut appeler ça fraude si on veut. L'administration fiscale a le pouvoir de faire payer les impôts et de réclamer des amendes en supplément pour sanctionner le comportement. Ça ne doit pas aller plus loin et on ne doit pas encombrer les tribunaux avec ce genre de situation si l'on devait poursuivre tous les gens qui sont coupables de ce genre d'infraction, qui n'est jamais qu'une façon d'essayer de se défendre maladroitement face à des règles probablement excessives. On remplirait les prisons inutilement. Par contre, il y a des cas de fraude fiscale qui sont de la vraie criminalité. M. Claes a parlé des carrousels TVA. Ce sont des escroqueries dont l'État est victime, et ce n'est pas parce que c'est l'État qui est victime qu'elles sont plus justifiables que les autres. Et ça, je pense que c'est des choses qui doivent au contraire aller devant les tribunaux, de même que, et c'est d'ailleurs en général le cas dans la plupart des gens qui sont poursuivis, c'est parce que, outre la fraude fiscale, ils ont commis des tas d'autres délits. Ils ont commis des faux en écriture, ils ont commis des escroqueries, et je peux vous assurer que la plupart des escrocs ne déclarent pas le produit de leur délit, alors pourtant que c'est taxable, d'après la loi belge,
le produit d'une infraction est taxable, tout comme le revenu honnêtement gagné, c'est quand même la moindre des choses qu'on peut attendre. Et donc je pense qu'il faudrait faire la distinction dans notre système, et ça rendrait d'ailleurs la fraude fiscale, pour ce qui est grave, beaucoup plus efficace. Ce serait de se débarrasser des problèmes des petites fraudes pour se centrer sur ce qui est réellement important. Et je peux vous dire qu'en pratique, il est extrêmement rare, et je suis sûr que M. Claes ne mentira pas, que l'on puisse poursuivre quelqu'un pour fraude fiscale au pénal s'il n'a pas commis aussi des tas d'autres infractions. Dans la pratique, lorsqu'il s'agit d'une fraude fiscale grave, il y a toujours d'autres infractions. Ce qui amènerait à la conclusion que, en fait, si on dépénalisait la fraude fiscale, ça ne changerait rien, parce qu'on pourrait toujours poursuivre les criminels pour les autres infractions, et que l'on pourrait toujours réclamer à tout le monde des impôts qui n'ont pas été payés avec des sanctions administratives, et ça clarifierait les choses très clairement. Entièrement d'accord. Donc, de toute façon, actuellement, il existe une loi depuis septembre 2013 qu'on appelle UNAVIA. Donc, c'est-à-dire que l'administration fiscale et le parquet, par rapport à un cas bien précis, décident, alors qu'il y a une fraude fiscale d'une certaine importance, de lui donner une suite, soit fiscale, soit répressive pénalement, étant entendu qu'il n'y a qu'une seule voie qui sera suivie, et c'est très très bien ainsi, et bon sang, bonsoir, poursuivons cela, à condition de donner, bien entendu, à l'administration fiscale des moyens dont elle ne dispose très certainement pas maintenant. Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, je suis pour la dépénalisation des drogues, hein, ça, très sincèrement, mais pas dans n'importe quelle condition, bien sûr. Je pense qu'il faut des accompagnements dans la vente, ce sont des ventes qui doivent se faire de manière étatique, avec un accompagnement psychologique par rapport aux drogues plus dures. Au moins, nous aurions des produits qui ne seraient pas coupés comme ils le sont actuellement, et en même temps, vous auriez par rapport à la production, la protection, je fais un peu Max Havelaar, quoiqu'il y a un compte à Panama, il paraît, mais il y aura actuellement aussi par rapport, je donne l'exemple de la résine de cannabis, où ces paysans du Rif sont complètement massacrés par les grands dealers. Il y aura au moins ce respect-là. Et bien entendu, toute personne qui vendrait un mineur serait envoyée pendant 20 ans dans les geôles de notre royaume. Là, nous sommes bien d'accord également. Mais casser aussi alors le système du blanchiment d'argent, c'est tout aussi essentiel. Ce n'est pas seulement la santé du consommateur et sa prise en charge qui est importante. Vous avez aussi le système vraiment de casser de la mafia qui est terriblement importante et terriblement violente. Alors, pour répondre à votre question sur les paradis fiscaux, c'est triste quand on s'attaque à un paradis fiscal de voir des conséquences sociales dans les lignes paradisiaques. Croyez-moi bien que les personnes qui sont visées, ce sont ceux qui gagnent le pognon, c'est-à-dire ce sont les banquiers, ce sont les conseillers, et ce ne sont pas les petites gens qui sont visés. S'il existe des conséquences, bien sûr, encore faut-il mettre les choses en balance par rapport au fait de combattre le phénomène global du blanchiment d'argent et les conséquences sociales dans les paradis fiscaux. Ça, on peut difficilement en sortir par rapport à ces échelles de valeur, mais croyez-moi bien peut-être que d'une manière générale et sur le plan mondial, je pense qu'il est urgent que nous combattions de manière efficace, consciente et violente de la part des États le blanchiment d'argent. Nous sommes, d'une manière globale, en termes de démocratie, en danger. Oui. Au propos des paradis fiscaux, je crois que ce serait intéressant que vous voyiez la liste des paradis fiscaux. Et que vous regardiez, il y a une quarantaine de pays effectivement, et que vous regardiez quel est le régime politique qu'ils ont. Et vous verrez que quasiment tous sont des démocraties pratiquement irréprochables. La seule qui soit vraiment peut-être une dictature, la pire du genre dans la liste des paradis fiscaux, c'est notre brave principauté de Monaco. Parce qu'effectivement, je crois que là, le prince décide à peu près de tout. Mais en dehors de ça, tous les autres sont des États avec des parlements qui fonctionnent normalement et qui ont aussi une souveraineté comme les autres États. Et je pense qu'il n'est pas obligatoire pour un État, pour être respecté,
de devoir nécessairement accabler leurs citoyens d'impôts, et ces pays décident qu'ils peuvent se contenter, ces États peuvent se contenter de moins d'impôts. Ce sont très rarement des États corrompus, ce sont pratiquement toujours des États qui respectent les libertés civiles. Vous prenez même l'exemple de Hong Kong, que le reste de la Chine est une dictature, mais Hong Kong, paradis fiscal connu, a droit à un régime qui est nettement plus démocratique que le reste de la Chine. Je pense que ça veut dire quelque chose aussi. Vous savez comment faire fortune à Monaco? J'étais en mission et à 2h du matin, je rentre avec la sûreté de Monaco. Et alors, c'était au mois de novembre, il n'y avait pas un chat dans les restaurants, mais tout était éclairé comme en plein jour parce que tous ces grands buildings, tous les appartements, il y avait de la lumière partout, il n'y avait personne dans les rues. Je dis, mais c'est incroyable, ils sont tous chez eux. Et il y a le capitaine de la sûreté de Monaco qui me dit, mais non, monsieur le juge, vous savez, à Monaco, si vous voulez être résident monégasque, la seule preuve que vous devez apporter, c'est la facture d'électricité et de gaz. Donc, pour faire fortune à Monaco, vous devez être concierge et vous passez votre temps à monter, à allumer et à éteindre, et allumer et éteindre. Et à partir de ce moment-là, croyez-moi bien, vous gagnez bien votre vie. Monsieur, bonsoir. Je vous remercie, vos propos étaient très intéressants et très enrichissants. Très enrichissant. Alors ma question, elle porte sur la lutte contre la fraude fiscale concrète et plus particulièrement sur l'implication des intermédiaires fiscaux qui permettent ces infractions. Et par intermédiaire fiscal, j'entends les banques, les avocats, les comptables, parce que j'ai l'impression de voir à la télé, c'est pas grand-chose, mais que les noms des contribuables qui, eux, fraudent, et pas ceux qui permettent ces fraudes. Voilà, donc... Bon, c'est extrêmement simple, donc en réalité qui dit fraude vient certainement au blanchiment d'argent. L'article 505, paragraphe 2 du Code pénal qui lutte contre le recel élargi, c'est-à-dire le blanchiment d'argent, prévoit à l'égard des complices et co-auteurs une responsabilité pénale identique, en ce compris sur les montants blanchis et sur le patrimoine personnel. Donc tout ça existe, nous avons des excellentes législations. Après vous avoir écouté pendant les 15 minutes de votre introduction, je me suis rendu compte que, un à un, tous les faits que vous avez cités sont justes, mais que les conclusions que vous tirez sont démagogiques et populistes. En fait, ce que vous faites, c'est vous invoquez le grand banditisme pour justifier les sacrifices de nos libertés, justifier le contrôle totalitaire de l'État sur nos vies, et vous invoquez le fait que nos démocraties sont en péril pour y installer en fait totalement le contraire. J'ai beaucoup de mal avec ça. C'est très difficile à entendre pour des gens qui sont tantinés défenseurs des libertés et oserais-je dire qui sont des libertaires. Voilà. Vous avez fait Très gentil. Vous avez effectivement une remarque qui est la vôtre. Moi, je respecte votre opinion. Vous dites que je suis démagogue et populiste. Mais est-ce que vous pensez réellement qu'en termes de chiffres, j'ai avancé les choses comme ça en les inventant? Est-ce que vous vous rendez compte que dans les différents pays que j'ai évoqués tout à l'heure, les démocraties sont entièrement tuées par l'évolution de la criminalité financière? Est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes en Europe coincés entre la Russie et la Chine, face à des positions actuellement où l'intégrisme musulman est en train de nous serrer, non pas pour des motifs de spiritualité ou de guerre spirituelle, mais des motifs entièrement économiques? Est-ce que vous pensez réellement que j'ai un intérêt personnel particulier à être démagogue, à dire que si vous souhaitez payer beaucoup plus d'impôts de votre poche, alors qu'il serait quand même à un certain moment bêtement en Belgique souhaitable que nous arrêtions la fuite de capitaux, est-ce que vous ne pensez pas que j'ai raison?
pensez qu'en réalité la lutte contre la criminalité financière est à la base d'une entrave économique, moi je vais vous dire une chose, est-ce que vous pensez vraiment qu'il est utile d'avoir un monde néolibéral dans lequel on mêle, comme Jacques Attali l'avait dénoncé dans son essai Une brève histoire de l'avenir, l'argent sale et l'argent propre? Vous savez, moi je fais un métier dans lequel je croise les plus grands bandits financiers, c'est tout simple, ce sont des gens très cool, qu'est-ce que vous voulez? Mais l'impact de ce qui se passe par rapport à l'énormité du problème de cette criminalité financière, et croyez-moi bien que Thierry Afriche et moi nous sommes entièrement d'accord sur ce point. Moi je vous parle de criminalité financière. Est-ce que vous savez qu'un petit carrousel TVA coûte à l'Europe 5 milliards? Est-ce que vous savez qu'actuellement une escroquerie a coûté aux États européens près de 3 milliards sur de simples petits produits de faux certificats de précompte immobilier? C'est de cela dont je parle. Moi, je ne suis pas en train de dire que je veux casser le petit commerce. Au contraire, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut en réalité favoriser justement l'entreprise et simplifier les règles pour permettre à tout le monde de pouvoir fonctionner en termes de profit licite sans avoir cette espèce de crainte qui est sur notre tête à nous petits entrepreneurs et moyens entrepreneurs. Parce que les grands entrepreneurs, ils ont leurs conseillers. Pricewaterhouse a dit il faut pour une entreprise 2 mois et demi de travail pour gérer le problème de son organisation fiscale. Mais c'est aberrant. Il faut simplifier tout ça. Donc en réalité, nous ne sommes pas nécessairement en désaccord. Mais je ne suis. Et là, par contre, je m'inscris en faux. Je ne suis pas démagogue parce que je ne suis pas politique. Moi, je vous dis simplement que vous, tous, vous êtes en danger. Alors d'abord, je souhaiterais remercier le Librex et Amstar et puis nos 2 intervenants pour la conférence d'aujourd'hui. J'avais une question par rapport à ce que M. Achrif avait expliqué. C'est-à-dire que vous disiez qu'en fait, bon, je regardais les chiffres, on a près de 2,6 Tera de données, et pourtant on n'a aucun chiffre. En fait, j'ai du mal à comprendre comment c'est possible. Je pense que c'est quelque chose que vous avez cité. J'ai une deuxième question qu'en fait je me posais en arrivant aujourd'hui. Vous avez partiellement répondu, et en fait je souhaitais avoir l'avis de M. Claes. La question c'est en fait, on a une série de noms, certains sont à la limite de l'égalité, d'autres pas, on ne sait pas trop. La question que moi je me posais, c'est oui, à qui finalement profite cette divulgation de données. Et bon, là vous m'avez appris aujourd'hui que visiblement les données allaient tôt ou tard être divulguées. J'imagine que c'est la grande question que tout le monde se pose et que donc on ne pourra pas forcément y trouver de réponse, mais je me demandais si vous aviez quand même, peut-être pas une réponse concrète, mais peut-être une pensée plus générale derrière. Merci. Alors, effectivement, avec la quantité de données qui a circulé, il est étonnant de voir qu'il n'y a aucun chiffre qui est révélé, mais j'ai regardé dans tout ce que les journaux ont annoncé en Belgique, en France, en Suisse, en d'autres pays, et j'ai constaté que jamais on ne donnait le chiffre exact ou même un ordre de grandeur des montants qui étaient sur des comptes, sauf dans le cas du Premier ministre britannique Cameron, mais il s'agit de montants assez faibles, où on parle d'environ 40 000 livres sterling, ce qui, par rapport au scandale, doit être vraiment tout à fait minuscule. Je pense que la raison en est que le cabinet d'avocats panaméen en question, tout simplement, ne disposait pas de ces chiffres. Parce que l'argent n'est pas auprès du cabinet d'avocats, il n'est d'ailleurs pratiquement jamais auprès d'une banque au Panama, il est dans des banques qui sont dans d'autres pays et qui n'envoient jamais les extraits de compte au cabinet panaméen qui se fiche éperdument du montant qu'il y a sur les comptes, puisque ce ne sont pas les siens. Et par conséquent, c'est ce qui limite évidemment l'intérêt journalistique des informations. Je pense qu'ils ont des formulaires signés par des gens qui demandent d'ouvrir des sociétés au Panama. Ils ont des lettres de banque qui leur recommandent un certain nombre de sociétés à la fois.
Ils ont peut-être, pour les sociétés les plus récentes, ils ont peut-être des copies de passeport, mais après ils n'ont plus rien parce que c'est un cabinet d'avocats et que c'est évidemment pas le cabinet d'avocats qui gère l'argent et qui sait quel est le montant qu'il y a sur les comptes. Quant à la deuxième question qui est qui a intérêt, ben, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot, je pense qu'il ne faut jamais accuser quand on n'a pas de preuves, mais enfin, si on réfléchit, il y a un pays qui a plus de raisons que les autres de faire sortir ces informations. Je ne dis pas que c'est pour ça qu'il a obtenu ces informations, mais c'est un pays qui a tout fait pour que la finance européenne, notamment suisse, luxembourgeoise, perdent des plumes et doivent supprimer le secret bancaire. C'est un pays qui fait signer à toute personne qui dans le monde ouvre un compte bancaire un formulaire FATCA, même si elle n'a aucun intérêt avec ce pays-là. C'est un pays extrêmement puissant qui a eu tous les moyens d'imposer aux petits pays de répondre à ces règles. Ce pays, c'est les États-Unis, bien entendu. Ce pays qui, lui, lorsqu'il s'agit de fournir des informations aux autres pays, a prudemment conclu des conventions prévoyant que les autres pays doivent tout fournir et que lui ne fournira que s'il a bien envie de le faire. Et l'on sait que certains États américains, en outre, ont créé une possibilité d'avoir des sociétés offshore particulièrement opaques, sur lesquelles personne ne fournit jamais aucune information. Et lorsque je vois que certaines personnes qui n'ont rien à voir avec les États-Unis retirent leur argent de Suisse pour le mettre aujourd'hui aux États-Unis dans des banques américaines, parce que c'est là qu'on est le plus sûr de bénéficier d'un secret, je me dis que si les Américains n'avaient pas pensé à créer des leaks, c'est qu'ils seraient quand même pas bien organisés. C'est dommage d'avoir des services secrets aussi importants pour ne même pas réussir à entrer dans le système informatique, paraît-il, fort peu protégé d'un simple cabinet d'avocats au Panama. Mais on ne peut pas accuser, nous ne savons pas et nous ne le saurons jamais, parce que malheureusement, tous les journalistes d'investigation n'auront jamais l'idée ou les moyens, il faut bien le reconnaître, de trouver ce qui serait vraiment intéressant, c'est de savoir qui a obtenu ces renseignements. La même chose se présente pour LuxLeaks. On dit qu'un jour, quelqu'un est venu porter à la réception du journal Le Monde une clé USB avec des données provenant du Luxembourg. Et que c'est là qu'est née la divulgation d'informations portant sur des rulings luxembourgeois. Moi, je trouve que si j'étais journaliste, ce que j'aimerais faire, c'est trouver qui a envoyé ce messager. Est-ce que c'est le ministre des Finances français, le Premier ministre ou le Président de la République? C'est ça qui est intéressant, et ça, ce serait du super journalisme d'investigation. Mais nous ne verrons jamais, bien sûr, ce genre de choses. En tout cas, nous avons la certitude qu'il n'y a pas d'Américains qui ont des Panama, des sociétés panaméennes. En tout cas, ça n'est pas apparu dans les informations qui ont été dénoncées dans Panama. Ça c'est clair. Quel hasard. Il n'est pas tout à fait un ami des Américains. Oh, ce sera une théorie du complot. Non, non, pas du tout. Non. Ce sera un bon ami de Donald Trump. Je vous fais confiance. Voilà, il y avait plus de questions par là. Il y avait une là. Oui, ok. Moi j'ai une question pour chacun des intervenants concernant la relation de l'impôt en tant qu'outil au respect de la vie privée. La relation de l'impôt en tant qu'outil de l'État par rapport au respect de la vie privée. Donc pour M. Claes, ce serait dans la lutte que vous voulez violente contre le délit fiscal. Est-ce qu'une situation dans laquelle la monnaie serait dématérialisée et tout, du plombier à la prostituée au vendeur de drogue, auraient leurs transactions donc enregistrées et prélevées à la source, jusqu'où on peut aller dans cette entrave à
à la vie privée. Et M. Abstricht, j'imagine que vous êtes clairement contre ce genre de pratique, mais est-ce que vous n'êtes pas, dans votre propre perception, déjà pessimiste? Et de toute façon, est-ce que la vie privée, comme vous l'aviez dit, avec les relevés bancaires, les GSM, les suivis GPS de voitures, est-ce que de toute façon, on ne peut pas déjà se dire qu'on doit renoncer à cette privation, Le respect de la vie privée est absolu, hein, il y a des protections, de toute façon, il ne s'agit pas de se dévoiler entièrement. Pour qu'il y ait véritablement une intrusion dans la vie privée, il faut préalablement qu'il y ait des indices. Ça va de soi. Personnellement, je ne peux pas admettre une société qui ne respecte pas ces principes-là, mais c'est la situation actuelle. Maintenant, quel est le véritable pouvoir de l'administration fiscale? Je pense qu'il faut distinguer ses pouvoirs et l'application de ces pouvoirs. Je vais être extrêmement critique à cet égard, dans la mesure où, s'il existe certains pouvoirs de l'administration fiscale, je suis de temps en temps profondément effondré par la manière dont ces pouvoirs sont exercés, notamment dans le domaine du contrôle. C'est ce que je disais dans certaines conférences. Il y a une règle en matière fiscale qui est appliquée dans l'administration, c'est tout le petit qu'on proche, ceux qui parlent wallon. Donc c'est toujours les petits qu'on embête, et c'est les grands ont certaines tendances à être effectivement un petit peu plus épargnés par les moyens de défense dont ils disposent. Il y a des contrôles récemment. Moi j'étais particulièrement choqué d'apprendre qu'un violoniste s'était vu refuser la déduction des cordes de son violon parce qu'il lui arrivait de donner des concerts devant sa famille en disant mais ça, attendez, ça va pas, ça, mais bon sang, bonsoir. Qu'il joue seul ou qu'il joue devant sa famille, la situation différente, parce qu'il doit de toute façon s'entraîner. Donc là, encore une fois, il y a un assainissement, à mon sens, qui doit se faire aussi dans ces comportements. Je pense que, en réalité, je pense aux gens. Ça me paraît essentiel. Et je pense que les gens sont malmenés. Les gens sont malmenés actuellement, vous savez, nous perdons en termes d'économie des grands piliers, que ce soit la culture, l'enseignement, la médecine et la justice. Vous savez, la justice va très mal en termes de budget. Et c'est un droit du citoyen qui se porte mal. Alors, je pense aux gens. Et je pense qu'il faut un assainissement de ces comportements en matière fiscale, et que c'est pas tant le problème de la protection de la vie privée. Je pense que c'est en réalité recibler véritablement l'action de l'administration fiscale là où les problèmes se posent. Et c'est un problème gouvernemental. Et je pense aussi que le gouvernement ne donne pas ces moyens-là. Oui, écoutez, je peux confirmer ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que nous sommes surveillés de partout, de plus en plus, et que ceux qui ne le sont pas sont susceptibles de l'être si un jour ils dérangent quelqu'un, et que malheureusement, c'est l'évolution de nos sociétés qui, peut-être qu'il y a un Dieu profit, mais malheureusement, il y a aussi un Dieu État, et je pense que c'est encore plus dangereux. On a des États qui veulent s'approprier et qui utilisent tous les prétextes pour cela. Et il est assez frappant de voir comment même le gouvernement belge veut augmenter les pouvoirs de l'État, de la police notamment, en utilisant le prétexte du terrorisme, alors que la plupart des mesures qui ont été proposées récemment pour répliquer au terrorisme vont s'appliquer à toutes les infractions et à des quantités de choses, des quantités de gens qui n'ont strictement rien à voir avec le terrorisme. On utilise systématiquement les éléments de l'actualité pour donner plus de pouvoir à l'État, et quel que soit l'État, je pense que c'est toujours une mauvaise chose, et c'est très frappant qu'il y a deux choses que les États adorent toujours, ce sont les guerres et les crises. Parce qu'à l'occasion des guerres et des crises, on peut s'arroger plus de pouvoir et plus d'argent. Et c'est systématiquement ce qu'on fait. Depuis la crise de 2008, les États n'ont cessé d'augmenter leurs recettes fiscales et leur pouvoir dans tous les domaines, et notamment au détriment de la vie privée et de la plupart des libertés. Comparer ce qui était permis il y a 30 ou à 40 ans et ce qui est permis aujourd'hui, vous voyez que les droits de l'homme ont reculé et reculent de manière très sensible année après année, et le droit à la vie privée en est un des éléments. Alors, en plus de cela, il y a, et ça c'est une donnée technique, ça c'est la seule chose qui n'est pas la faute des États, c'est qu'il devient de plus en plus facile
de rassembler les données et de les traiter. Et ça, c'est simplement parce que le progrès de l'informatique le permet. Et évidemment, s'il y a des LuxLeaks, des Panama Leaks, etc., c'est aussi, en fonction de ça, ça devient beaucoup plus facile de s'approprier des données. Et la conjonction des deux éléments, le fait que les États veulent plus de pouvoir, veulent savoir de plus en plus, et le fait que c'est de plus en plus facile, me rend effectivement extrêmement pessimiste. Alors on peut se demander par contre, est-ce qu'il n'y aura pas un jour un retour de balancier? On voit qu'on favorise la transmission d'informations et notamment la levée du secret bancaire ne porte pas toujours sur des informations seulement entre pays européens. On s'engage aussi à fournir à des États qui ne sont pas vraiment très reluisants des informations sur des données bancaires de certains de leurs ressortissants. Aujourd'hui, je remarque que certains dissidents chinois ne sont plus poursuivis pour des activités de nature politique. C'est très simple, on les accuse de fraude fiscale. C'est arrivé récemment encore à plusieurs dissidents chinois, c'est tellement plus facile. Lorsqu'un jour, l'échange d'informations dans le cadre du GAFI va amener une banque suisse à fournir à la Chine des informations concernant certains opposants qui s'organisent et qui rassemblent des fonds en Suisse, et que les renseignements arriveront à l'administration fiscale chinoise ou aux autorités du GAFI en matière chinoise, on va avoir des dissidents qui seront fusillés et on remarquera alors que l'échange d'informations, ce n'est pas toujours quelque chose de très réjouissant. Merci. Il y avait... On va prendre le dernier tour de questions, on va prendre 3 questions, parce qu'il reste 10 minutes avant de l'heure, c'est à 2 heures que nous sommes là. Ça ira assez vite. C'est juste une réflexion en fait, pour les organisateurs. Le débat est super intéressant et on apprend pas mal sur les Panama Papers. Mais je pense que les deux intervenants se rejoignent sur pas mal de points. Et c'est tant mieux aussi, hein, c'est un point positif. Mais je crois qu'il manque 2 personnes en fait, au débat. La première personne qui pourrait un peu représenter toute cette profession, c'est Alain Lallemand, qui est un journaliste au Journal Le Soir, qui représente en fait ce consortium international de journalistes qui a travaillé sur les Panama Papers, pour qu'il explique aussi les contraintes qu'il y a derrière cette enquête et qu'il explique aussi que les journalistes sont conscients qu'ils font partie aussi des gens qui leur donnent des informations, des clés USB. Ils sont évidemment conscients que ces gens-là ont un intérêt à divulguer ces informations. Donc je crois qu'il pourrait en apprendre un peu plus sur et se défendre aussi peut-être cette profession. Et la seconde personne, je pense, c'est Johan van Overtveld, ou, si c'est possible évidemment, ou peut-être Didier Reynders, qui a été ministre des Finances sur plusieurs législatures, qui pourrait aussi défendre ce côté étatique. Je ne dis pas que je suis d'accord avec les 2 intervenants que je propose, mais je crois que ce sera intéressant d'avoir ces 2 vues-là en plus. Là, l'allemand, les critiques que j'ai émises à propos de certains lanceurs d'alerte, les hypothèses qui sont que des hypothèses à propos de qui ils utilisent, n'impliquent pas du tout une critique à propos des journalistes. Ils font leur travail, il y a une liberté de la presse et c'est très heureux comme ça, et il est tout à fait normal qu'ils révèlent les informations une fois qu'ils les ont. Il n'est pas normal qu'ils les obtiennent, mais une fois, il n'y a rien à leur reprocher à eux, bien entendu, et au contraire, je ne voudrais pas d'un système où les journalistes seraient mutilés. Que c'est un point de vue aussi intéressant, qui est peut-être moins professionnel que le vôtre, mais qui est un acteur de ce dossier-là aussi. Oui, il est tenu par le secret des sources, et donc la vraie question qu'on lui pose, c'est comment vous avez eu ces informations. Et l'autre question que la justice peut lui poser, c'est de donnez-nous tout ce que vous avez, sur quoi il dira si je veux. Et donc, en cela, c'est parfaitement respectable. Vous savez qu'en Grèce, un journaliste a été poursuivi pour avoir diffusé un certain nombre de personnes corrompues. La corruption est quand même un sport national en Grèce bien connu. Un membre de l'Assemblée nationale qui a déclaré qu'il faut vraiment être con pour payer des impôts en Grèce. C'est du vécu. Eh bien, le journaliste a été poursuivi. Il a fallu une montée des journalistes d'Europe pour le sauver, le sortir de tôle. Rendez-vous compte. En Grèce, je vous parle au Mexique, là, il n'y a pas de problème, il ne va pas en tôle. Il n'est
3. Donc, pour continuer, si on revient, M. Askris, vous voulez moins de place pour l'État, mais vous dites qu'il est possible qu'on puisse imaginer une certaine forme de mécénat, enfin en tout cas ce que j'ai pu entendre. Ça me fait penser par exemple, je sais pas, au patron de Free en France qui a lancé son école d'informatique, l'école 42, qui coûte je crois assez cher, mais qui est totalement gratuite. Et qui est donc, c'est quand même, je suis assez d'accord finalement avec vous sur ce point-là, c'est que effectivement, on peut assister à ce mécénat-là, mais je me demande juste, finalement, vous accusez l'État enfin, de vouloir toujours avoir plus de pouvoir, et moi j'accuse, peut-être à tort, les riches qui essaient de payer moins d'impôts, de juste vouloir plus. Voilà, peut-être pas de pouvoir, mais juste vouloir plus. Et en même temps, je crois aussi à l'égalité et au fait que le bonheur, mon bonheur, réside aussi dans le bonheur de mon prochain et tous les gens autour de moi dans la société. Et je sais pas, j'ai l'impression que dans tout votre raisonnement, si on s'affranchissait de l'État à ce moment-là, on aurait substitué une élite qui est actuellement l'État par une autre qui est quand même l'élite du capital. Et donc, c'est peut-être un peu, je dirais, gros comme déduction, donc j'espère me tromper. Et j'espère que vous allez me contredire et me dire en quoi j'ai peut-être tort. Et voilà, parce que ça me gêne un peu. Allô? Oui. Bonsoir. J'aimerais d'abord remercier donc, les deux intervenants pour leur présence. J'aurais une question pour Maître Claes, avec qui je ne suis pas trop d'accord sur de nombreux points. Tout d'abord, je pense que dans l'état actuel des choses où l'Europe, enfin la Belgique est un enfer fiscal, sans la fraude fiscale est indispensable, parce que sans elle, la plupart des entreprises fermeraient, l'économie belge serait morte. Vous rigolez, mais vous disiez tantôt que la fraude fiscale représentait 7% du PIB belge. Mais sans la fraude, combien d'entreprises fermeraient et combien l'État belge perdrait l'avantage? Allô? International, du PIB international. De la corruption en plus, mais pas français. Ah, pardon? Oui, soit. D'autre part, oui, soit, pas simple. Pour moi, une des principales causes du problème de la Belgique, avant la fraude fiscale, c'est effectivement la fraude sociale et les fonctionnaires, etc. Et on dépense trop d'argent. C'est à partir du moment où on dépense trop d'argent, il faut taxer trop, et quand on taxe trop, ça ferme, ça délocalise, les produits coûtent plus cher, et au final, c'est toujours le peuple qui paye. Vous-même, vous critiquez l'évasion fiscale, vous êtes un des plus grands défenseurs contre l'évasion fiscale, mais est-ce que vous payez des impôts en tant que fonctionnaire? Les fonctionnaires et les chômeurs, c'est quand même les deux seules catégories qui ne payent pas d'impôts en soi. Effectivement, vous allez me dire oui, vous en payez, mais quand vous en payez, c'est l'État qui vous paye. Donc au final, il reprend et il vous redonne. S'il décide de vous payer 5 000, qui est 99% d'impôts ou moins % d'impôts, il vous paiera juste 100 fois plus pour au final vous fixer votre salaire. Donc vous êtes là à critiquer les gens qui évadent, alors que vous-même, vous êtes un des premiers profiteurs de cet État. N'êtes-vous pas d'accord? Après, je vais en prendre une autre question. Merci pour la question. Ah, c'est une question. Non, la question, c'est la première partie en fait sur. Je ne savais pas comment la décrire. Ouais. Non, la première question, c'est sur l'évasion fiscale n'est-elle pas indispensable dans l'état actuel des choses? S'il n'y a pas plus d'entreprises qui vont fermer, délocaliser, ou si aujourd'hui on supprime toute fraude fiscale qui n'existait plus, l'économie serait bien plus basse et les rentrées d'État seraient bien plus basses. C'est ça la question. N'êtes-vous pas d'accord là-dessus? Merci. Sans problème. Après, j'ai une deuxième question pour. Je pense que vous allez accaparer la parole. Comme ça, il y a d'autres gens qui peuvent poser leurs questions, si ça ne dérange pas. Il y a une troisième. Il y a. C'est dommage de parler de ces gens. Alors moi je voulais remercier Maître Ascrift pour cette démonstration oratoire, comme quoi les sophistes sont encore beaux jours devant eux.
d'État, vous parlez toujours des mots. Mais pour moi, l'État, c'est entre autres, en tout cas théoriquement, la représentation du peuple. Et même moi, dans ma question, les personnes qui détournent cet argent, qu'est-ce qu'ils feraient sans le peuple? C'est quand même les consommateurs et les producteurs aussi. Donc, je crois que je peux répondre aux deux questions qui me concernent en même temps. Je vais sûrement pas vous dire que vous avez tort. Vous avez une autre opinion et que je la respecte parfaitement. Et je suis au contraire assez d'accord avec vous sur ce qui est essentiel. Vous me dites que vous avez aussi envie que vous et que les autres vous soyez heureux, moi aussi, mais je ne fais pas confiance à l'État pour assurer ce bonheur. Au contraire, je pense que l'État ne peut que nuire à ce bonheur, et je réponds aussi à ce que vous me dites en me disant mais l'État c'est le peuple. Et je vous répondrai en ce que disant Nietzsche, l'État c'est le plus froid de tous les monstres froids. Il ment froidement, et voici le mensonge qui rampe de sa bouche. Moi l'État, je suis le peuple. Je pense que ça répond à votre question. Que feraient les riches sans le peuple? Ouais. Ils feraient la vaisselle et le ménage eux-mêmes. Sur cette belle parole, j'espère en fait que vous avez pu développer, merci Michel pour la punchline là. J'espère que vous avez pu développer vos connaissances et que la rencontre d'aujourd'hui vous a permis d'éclairer un peu vos savoirs sur la question des Benjamin Pepper. Pour ma part, après moult de conférences organisées au sein du cercle, je suis heureux et maintenant nostalgique un peu de vous annoncer qu'en effet, c'était ma dernière conférence débat. Et je tiens à remercier les membres de mon bureau, de mon comité, du public. À Michel Smith, à Michel Claise, d'avoir accepté de se faire à l'exercice. Je ne vous dirai pas à bientôt parce que je ne vous vois plus, mais à bientôt au service. Merci beaucoup.